Mes chers amis, j'ai depuis quelques semaines sillonné la France et à chacune des réunions que j'ai tenues, comme ce soir ici à Aix, je mesure un peu mieux à quel point le combat que nous livrons ensemble est un combat essentiel pour notre pays. Depuis des mois, depuis le début de cette campagne électorale, je dis que le résultat sera très serré. Et maintenant que nous allons entrer dans la dernière ligne droite, je veux dire que tout reste ouvert et tout dépend de notre mobilisation et de notre capacité à conduire ce combat essentiel pour l'avenir de notre pays. Je veux remercier les élus de Savoie, du Sud et du Nord, de m'avoir invité à venir parmi vous. Je voudrais d'abord remercier Dominique Dore, dont je veux saluer l'engagement à l'Assemblée nationale comme à Aix-les-Bains. Dominique a montré combien il était loyal, combien il était efficace et généreux dans sa pensée comme dans son action, souvent tous les deux lors des réunions difficiles de la majorité, nous échangeons des regards qui en disent long sur notre complicité. Merci à Hervé Guémard. Dont j'estime depuis longtemps la cohérence politique et intellectuelle. Hervé est un gaulliste et il sait que les combats qu'il mène ici, les combats qu'il mène pour notre pays sont aussi les miens. Et je veux lui dire combien j'ai été touché tout à l'heure des propos qu'il a tenus à mon égard et particulièrement lorsqu'il m'a dit que j'étais digne d'être un Savoyard. Merci à Michel Barnier, dont je veux saluer la présence ici. Michel joue un rôle capital à Bruxelles, où il démontre que l'intérêt national et l'intérêt européen ne sont pas séparables. Nous avons fait un long chemin, Michel, ensemble, et je n'oublie jamais que, je le disais tout à l'heure en atterrissant à l'aéroport, que ma première visite, mon premier meeting officiel, après avoir été élu pour la première fois en 1981 à 27 ans, c'était pour venir soutenir Michel Barnier à Albertville et son association Savoie Demain. Il a mené beaucoup de chemin depuis. On peut être fier de ce que Michel a fait pour la Savoie et pour notre pays. Je veux saluer la présence de mon ami Michel Bouvard, compagnon de toujours avec lequel j'ai tant de souvenirs communs. Michel a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat de député après presque 20 ans passés comme parlementaire. Je voudrais vous dire, et je suis sûr que je peux parler au nom de chacun d'entre vous, combien, Michel, tu as bien servi notre pays et combien nous te voyons t'éloigner avec un pincement de cœur. Je veux aussi saluer Jean-Pierre Vial, qui représente avec tant d'énergie la Savoie, et Michel Dantin, qui en fait autant auprès de l'Europe. Je veux saluer les élus de Haute-Savoie, je vais le dire une fois quand même, parce que sinon ils vont m'en vouloir, Lionel Tardy, Martial Sadier, Claude Biraud, Pierre Hérisson, Marc Francina. Je voudrais surtout leur dire à tous nos parlementaires, au moment où nous arrivons à la fin de cette législature, je veux vraiment leur dire merci. Leur dire merci parce que j'ai été un chef de gouvernement heureux. J'ai été un chef de gouvernement qui a toujours eu derrière lui sa majorité rassemblée. Je ne dis pas que ça n'a pas parfois tangué, qu'il n'y a pas eu des moments difficiles, qu'il n'a pas eu des débats qui étaient des débats vifs, mais quand on regarde l'histoire de la Ve République, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'un Premier ministre qui, pendant 5 ans, ait pu disposer d'une majorité aussi forte, aussi loyale et qui ne lui ait jamais fait défaut. Merci, parce que c'est largement grâce à vous que nous avons pu engager le redressement de notre pays. Mes
Mes chers amis, nous ne sommes pas loin ici de Chambéry et permettez-moi d'avoir à ce moment une pensée pour le policier qui a été tué il y a quelques jours alors qu'il effectuait son devoir. Cet homme avait 32 ans, il était père d'un enfant, il a été fauché par des criminels. Notre combat contre la violence est un combat qui doit se poursuivre sans faiblesse. Et dans ce combat, les forces de l'ordre, dont nous ne devons jamais oublier qu'elles agissent souvent au péril de leur vie pour notre sécurité, ces forces de l'ordre méritent un soutien sans faille et la reconnaissance de la nation. La Savoie a été malheureusement aussi frappée cette semaine par un terrible accident et je veux dire au nom du gouvernement, mais en votre nom à tous aussi, je suis sûr, toute mon amitié et toutes mes condoléances à la famille tellement éprouvée de cet accident routier d'il y a quelques jours. Mes chers amis, à quelques jours du premier tour, c'est le moment de nous engager à fond. Tout le monde doit être sur le pont, parce que chacun a le pouvoir de peser sur cette élection. Et je vous demande d'aller sans relâche jusqu'à dimanche et ensuite, entre les deux tours, au-devant de nos concitoyens, pour leur faire partager vos convictions. Je vous demande d'aller prioritairement au-devant des indécis, pour leur dire que dans la situation qui est celle de notre pays, l'hésitation n'est pas de mise. On ne peut pas être indécis lorsqu'il s'agit de l'avenir de la France. On ne peut pas être indécis lorsqu'il s'agit d'aborder ensemble les immenses défis que nous lance le XXIe siècle. On ne peut pas être indécis lorsque le débat est engagé sur les conditions de survie de notre pacte économique et social. Bien sûr, on peut hésiter. Bien sûr, on peut réfléchir. On peut regretter tel ou tel aspect de la campagne électorale. On peut critiquer telle ou telle proposition faite par les candidats. Mais être citoyen, c'est choisir. Et le choix, aujourd'hui, il est entre une France qui se modernise pour se renforcer ou une France qui se réfugie dans l'illusion que le progrès est un dû, alors qu'en réalité, et vous le savez mieux que quiconque, le progrès, c'est une conquête. À moins d'une semaine du scrutin, il faut, mes amis, remettre les pendules à l'heure. Je lisais récemment dans un grand quotidien que la composition du gouvernement de François Hollande était en cours. Et l'espace d'une seconde, j'ai eu un doute. Est-ce que l'élection présidentielle serait déjà passée? Pourquoi m'avez-vous invité ce soir à venir débattre avec vous? Faut-il maintenant ranger les chaises et éteindre les lumières? Non. Et nous l'avons vu dimanche dernier à la Concorde. Des milliers de Français étaient sur la place de la Concorde à Paris. La France a vibré cet après-midi-là. Elle était là. Elle était là, la France qui gronde et la France qui s'exaspère devant ses promesses de retour en arrière. Les Français en ont assez d'entendre le mot « changement » galvaudé à longueur de journée par tous ceux qui ne rêvent en réalité que d'une seule chose, c'est de revenir à la France d'avant. Il nous faut également remettre les pendules à l'heure sur ce que nous considérons être un chef de l'État. Je parle d'un chef de l'État, plus que d'un président de la République. Je parle d'un chef de l'État, je ne parle pas d'un président plastique qui a l'obsession de plaire à tout le monde. On peut aimer ou ne pas aimer Nicolas Sarkozy, mais personne ne doute un instant qu'il ait la carrure d'un chef d'État capable de conduire le pays dans des crises graves comme celle que nous venons de traverser. Et pour s'en convaincre, il suffit de se poser la question. Est-ce que François Hollande aurait fait, à la place de Nicolas Sarkozy, la réforme des retraites et aurait eu le courage de s'opposer à la pression de la rue? Est-ce que vous pensez une seconde qu'il aurait pris le risque d'imposer le service minimum dans les transports et à l'école aux organisations syndicales qu'il combattait?
Est-ce que vous pensez qu'il aurait décidé de cette réforme des universités qui, par le passé, avait suscité tellement de révoltes? Voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que nous avons fait et ce que la gauche n'aurait jamais fait. Et pas seulement parce qu'elle est hostile sur le fond aux réformes que je viens d'évoquer, mais parce que le socialisme, en tout cas le socialisme français, il est intrinsèquement formaté pour répondre oui à tout le monde et non à tout ce qui est difficile. Il faut aussi remettre les pendules à l'heure sur ce que nous voulons vraiment pour la France. Est-ce que nous voulons le retour impossible à la retraite à 60 ans quand tous les autres pays européens ont déjà décalé l'âge de la retraite, souvent au-delà de 65 ans? Est-ce que nous voulons le retour des emplois parking pour les jeunes, c'est-à-dire, au fond, d'une décision qui consiste à sacrifier leur avenir, au lieu de faire appel à leur sens des responsabilités, au lieu d'essayer de leur donner, grâce à une politique rigoureuse sur le plan financier et une politique de croissance, l'espoir, les moyens de construire leur avenir? On se contente de les mettre sur des emplois parking pour baisser les statistiques du chômage et essayer de démontrer qu'on a réussi à le faire baisser. Est-ce que la France que nous voulons, c'est le retour à la culture de la dépense publique qui nous a fait tellement de mal et qui a affaibli notre pays? Est-ce que ce sont des impôts confiscatoires pour tous ceux qui créent de la richesse, pour tous ceux qui créent de l'activité, pour tous ceux qui créent de l'emploi? Est-ce que ce sont des dizaines de milliers d'emplois publics supplémentaires financés sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants? Est-ce que c'est le déclin organisé de notre industrie nucléaire, qui est la première du monde et qui est l'un des rares avantages compétitifs que nous ayons par rapport à nos voisins d'Europe du Nord? Est-ce que la France que nous voulons, c'est la fin des heures supplémentaires défiscalisées qui ont bénéficié à 9 millions de salariés et qui ont permis de remettre l'accent sur le travail, alors que la gauche, pendant si longtemps, avait mis l'accent sur la RTT, qui était le rêve français et qui était au fond l'objectif que notre pays devait poursuivre? Quand j'entends ces propositions de François Hollande, je me dis, au fond, quelle aubaine. Mais quelle aubaine pour toutes ces nations émergentes, pour tous ces pays qui, dans le monde, sont en train de se battre, qui travaillent, qui innovent, qui sont courageux et qui sont en train d'activer sans aucun complexe tous les leviers de leur puissance avec un seul objectif, nous dépasser, prendre notre place, prendre cette place qui est la nôtre depuis si longtemps, en haut de toutes les économies mondiales. La France de François Hollande, c'est un pays imaginaire. C'est un pays qui est coupé du monde. C'est un pays qui est coupé de toute contrainte. C'est un pays où, comme par miracle, la croissance va être au plus haut dès que Nicolas Sarkozy sera parti et que la gauche sera arrivée. Et comme la croissance sera au plus haut avec l'arrivée de François Hollande, eh bien on pourra recommencer à dépenser sans avoir à rembourser les dettes. Évidemment, c'est simple ce programme, c'est simple ce rêve français que nous propose François Hollande. Oui, c'est du rêve. En réalité, c'est surtout de la démagogie. Et cette démagogie, elle est extrêmement dangereuse pour notre pays. Nous n'avons pas besoin de rêve pour construire l'avenir. Nous avons besoin de volonté. Nous sommes des combattants de la réalité. Et c'est en affrontant les réalités que l'on peut atteindre nos espérances de progrès et de justice. Nous voulons une France qui croit à l'esprit d'entreprise. Et nous avons d'ailleurs, tout au long de ces 5 années, malgré la crise, pris toute une série de mesures pour faciliter la vie des entrepreneurs, pour simplifier leur existence, pour réduire
les écarts de compétitivité qui existaient avec les autres pays européens. Nous voulons une France où les droits et les devoirs de chacun soient également respectés. Nous voulons une France qui protège ses citoyens. Et mon cher Michel, une France qui protège ses citoyens au sein de l'Union européenne. Dans ce tumulte de la mondialisation, où nous avons tellement besoin de regrouper nos forces autour d'un noyau dur européen, d'une monnaie européenne puissante, d'un espace européen organisé qui nous permettra d'affronter la compétition internationale avec plus de moyens, avec plus de solidarité. Nous sommes 66 millions d'habitants dans un monde de 7 milliards d'êtres humains. Eh bien, les 66 millions de Français ont besoin de cette solidarité européenne pour défendre leur avenir, pour maintenir le mode de vie qui est le leur, pour continuer à pouvoir dire que nous avons le meilleur système de santé du monde, que nous avons l'école et l'université gratuites pour tous nos enfants, que nous avons un système social qui permet d'aider ceux qui mettent le genou en terre, que nous sommes l'un des pays phares dans le monde en matière de culture, en matière au fond de mode de vie. Mais pour cela, il faut prendre les décisions qui sont nécessaires, il faut adapter notre pays et il faut renforcer la solidarité européenne. Nous voulons une France ambitieuse, une France qui ne rêve pas d'un édredon sous lequel sommeiller, alors que de nouvelles puissances rivalisent de courage, de travail, de dynamisme. Nous voulons une France qui croit en la valeur du travail, parce que rien n'est donné à celui qui ne réalise aucun effort. Nous voulons un pays gouverné par le principe de vérité et pas endormi par les fumées de l'illusion. La vérité, c'est que pendant des décennies, nous avons vécu au-dessus de nos moyens. La vérité, c'est que nous ne sommes pas dans une crise passagère, mais nous sommes, comme on l'a dit avant moi, dans un monde nouveau. En réalité, depuis 30 ans, nous voyons monter ces puissances émergentes, ces immenses puissances économiques, avec des milliards d'habitants que sont la Chine, l'Inde, l'Asie, le continent asiatique, le continent sud-américain. Nous les voyons monter, mais nous avons fermé les yeux. Nous n'en avons pas tiré les conséquences. Nous avons refusé de voir que la montée de ces pays se faisait pour une part au détriment de nos emplois et de notre économie. Et comme nous avions moins de richesses et que nous n'avons rien voulu changer à notre mode de vie, nous avons emprunté pour continuer à le financer. Au fond, nous sommes exactement dans la situation d'une famille dont les revenus auraient baissé, mais qui n'aurait rien changé à son train de vie et qui aurait financé ce train de vie par de la dette et par du déficit. Les économistes, souvent à la télévision, vous font des démonstrations d'une extrême complexité. Mais en réalité, l'économie, c'est très simple. L'économie d'un pays, c'est exactement la même chose que la gestion des comptes d'une petite entreprise ou d'une famille. Eh bien, dans ce monde nouveau, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous avons dépensé toutes les marges qui auraient permis de financer encore des erreurs. Nous n'avons plus la possibilité, comme les socialistes l'avaient fait en 1981 et en 1983, la possibilité de prendre des mauvaises décisions, de ruiner la France pour financer un programme idéologique, pour ensuite revenir 2 ans après, piteusement, à la réalité. Aujourd'hui, il suffirait de quelques semaines pour que cette réalité se rappelle à nous avec une extrême violence. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises ces derniers jours que le programme de François Hollande menaçait la solidité même de la monnaie européenne. Alors on m'accuse de dramatiser, de brandir une sorte de menace. Mais ça n'a rien d'une dramatisation, c'est juste la réalité. Nous venons de connaître 6 mois d'attaques spéculatives extrêmement violentes contre la monnaie européenne, à cause de la situation notamment de la Grèce et des inquiétudes qui pesaient sur d'autres pays comme l'Italie. Pourquoi cette spéculation s'est arrêtée depuis le début de l'année 2012 ? Elle s'est arrêtée parce que nous avons d'abord pris des décisions financières, les Européens, souvent à l'initiative de la France, pour mettre en place une véritable solidarité avec les pays en difficulté.
Elle s'est arrêtée ensuite parce que la Banque centrale européenne a pris des décisions courageuses qui ont permis de financer l'économie européenne. Mais elle s'est surtout arrêtée, cette spéculation, parce que tous les pays de la zone euro ont pris des engagements précis en matière de réduction de la dépense publique, en matière de réduction des déficits et en matière de retour à l'équilibre. Et tous les marchés financiers, c'est-à-dire au fond les organismes qui nous ont prêté de l'argent, qui nous regardent de l'extérieur, se sont rendus compte que ça ne servait à rien de spéculer contre la monnaie européenne parce qu'elle était solide, parce qu'elle était défendue, parce qu'il y avait une vraie volonté des pays européens de la défendre. À la minute où la deuxième économie de la zone euro dit « moi je ne respecterai pas les engagements financiers qui ont été pris », le déficit, le retour à l'équilibre, ça ne sera pas pour 2016, ça sera pour 2017. Et puis d'ailleurs, ça sera pour 2017 seulement s'il y a de la croissance. Sinon, on ne réduira pas les déficits. Eh bien, à cette minute-là, la spéculation contre la monnaie européenne reprendra. Les attaques contre la monnaie européenne reprendra. Tout simplement parce que les organismes financiers qui ont prêté de l'argent aux pays européens se diront « Eh bien, l'Europe ne tient pas ses engagements, la France ne tient pas ses engagements, et donc, nous prenons des risques de plus en plus grands sur le continent européen. » Voilà la réalité. Il ne s'agit pas de brandir des menaces, il ne s'agit pas de prédire un avenir qui serait un avenir sombre. Et les mouvements de M. Hollande, les mouvements de muscles de M. Hollande pour terroriser les marchés n'ont pas beaucoup de chance de les impressionner. Il a dit, quelques heures après que j'ai formulé ces inquiétudes, il a dit « mais les marchés, je les dominerai ». Bon. Eh bien, je ne sais pas si dans la salle il y a des Savoyards ou des Hauts-Savoyards qui ont déjà eu des soucis avec leurs banquiers, mais si vous êtes allé le voir en lui disant « monsieur, je vais vous dominer », il y a assez peu de chances pour que ça se termine bien. Nous devons poursuivre la réduction de la dépense publique avec une détermination sans faille. Lutter contre les déficits, ça n'est pas mon obsession, ça n'est pas un sujet technique, ça n'est pas un sujet idéologique, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question vitale et c'est une question morale. C'est vital parce que les déficits brisent toute chance d'aller chercher de la croissance et de protéger notre solidarité sociale. Quand on est trop endetté, quand on consacre une trop grande partie de notre richesse à payer des intérêts aux banques, eh bien naturellement, on ne peut pas investir là où cela serait nécessaire pour stimuler la croissance. Mais c'est aussi une question morale, parce que ça n'est pas à nos enfants et à nos petits-enfants de payer les dépenses d'aujourd'hui et de payer la facture de notre imprévoyance. Avec le président de la République, nous nous sommes engagés à revenir à l'équilibre des finances publiques en 2016. M. Hollande, lui, considère que la France peut attendre, qu'elle peut se permettre de viser cet objectif en 2017. Et peut-être certains d'entre vous, ou en tout cas certains Français, se disent-ils « Oh, 2016, 2017, ça fait tellement longtemps qu'on est en déficit, ça peut bien prendre une année de plus. » Mais outre ce que je viens d'évoquer, sur le non-respect de nos engagements européens. Une année de plus pour le retour à l'équilibre. C'est 35 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Autant dire que lorsque M. Hollande repousse à 2017, c'est-à-dire d'ailleurs après la fin du quinquennat qui va s'ouvrir dans quelques semaines, lorsqu'il repousse à 2017 le retour à l'équilibre, eh bien, il alourdit de 35 milliards d'euros la dette de la France. Autant dire que c'est la mesure la plus chère de la campagne électorale. Et voilà maintenant que M. Hollande nous annonce qu'une agence de notation s'apprêterait à dégrader la note de la France juste au lendemain de la présidentielle. D'où tient-il une telle information? Mystère. Mystère puisque l'agence elle-même lui a apporté un démenti cinglant. En réalité, M. Hollande avait monté une petite combine. L'objectif, c'était de distiller cette rumeur pour nous expliquer que si demain la France était en difficulté face aux marchés financiers, il n'y était pour rien
et que si ce malheur arrivait, ça ne serait pas de sa faute. Eh bien, Monsieur Hollande, quand on prétend vouloir présider la République, on ne se défausse pas, on assume, et on assume notamment les conséquences de son programme. Depuis plus de 30 ans, notre pays vote ses budgets en déséquilibre. Il faut mettre un terme à cette spirale. Nous avons, entre 2010 et 2011, grâce au courage des parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, de la majorité, nous avons réduit notre déficit en un an de 25%, ce qui ne s'était jamais produit. C'est le résultat des réformes structurelles que nous avons faites. La réorganisation des services de l'État, qui parfois a causé des débats dans les territoires, mais qui était nécessaire. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Mais c'est aussi le résultat des plans de rigueur que j'avais annoncés au mois d'août et au mois de novembre, et qui avaient suscité tellement de railleries de la part des économistes d'un côté ou de la part des socialistes de l'autre. Pour beaucoup d'économistes, c'était du bricolage. Parce qu'en France, il faut toujours faire la grande réforme, la réforme parfaite, celle dans laquelle il n'y a rien à redire, celle qui d'ailleurs va contenter tout le monde. Et comme on n'arrive jamais à la faire, cette réforme parfaite, bien on ne fait rien. Et tout le reste, on considère que c'est du bricolage. Eh bien le bricolage, en l'occurrence, il a permis de réduire le déficit de notre pays et il nous a permis, en 2011, de faire beaucoup mieux que ce que nous avions prévu. Voilà, petit à petit, à force de réformes, à force de rigueur, nous redonnons à la France le pouvoir d'être souveraine, d'être pleinement indépendante, de ne plus dépendre des marchés financiers. Et malgré les crises répétées, malgré ces efforts de gestion que nous nous sommes imposés, nous avons en même temps continué à accompagner l'activité économique, parce que la rigueur budgétaire doit s'accompagner d'un soutien à la croissance. Nous avons ainsi triplé le crédit impôt recherche, c'est-à-dire que toutes les entreprises dans notre pays qui dépensent de l'argent pour la recherche et pour l'innovation le déduisent de leurs impôts. C'est un énorme avantage que nous avons mis en place et qui a permis de stimuler la recherche et l'innovation en France, faisant de la France aujourd'hui le pays le plus attractif des pays européens en matière de recherche et d'innovation. Nous avons supprimé la taxe professionnelle et je sais bien que ça a occasionné bien des débats, notamment parmi les élus locaux, mais parce qu'il fallait supprimer un impôt qui venait pénaliser l'investissement des entreprises. Nous avons lancé en pleine crise économique le programme des investissements d'avenir, 35 milliards d'euros. 35 milliards d'euros investis au service de la croissance de demain. Avec ces 35 milliards d'euros, nous sommes en train de soutenir, de faire émerger les secteurs de l'économie française qui seront les moteurs de l'économie de demain. Aujourd'hui, une grande partie des moteurs de notre économie sont des moteurs qui ont été allumés par le général de Gaulle et par Georges Pompidou. Le train à grande vitesse, décidé par le général de Gaulle et Georges Pompidou. Le programme électronucléaire français, la construction des centrales nucléaires françaises qui, je le disais tout à l'heure, fait de nous le premier pays au monde en matière de maîtrise du nucléaire. L'Airbus, tout cela, ce sont des décisions qui ont été prises par le général de Gaulle ou par Georges Pompidou et qui sont encore aujourd'hui les moteurs, ou en tout cas parmi les moteurs principaux de l'économie française. Eh bien, il faut faire la même chose maintenant. Et c'est ce que nous faisons avec le programme des investissements d'avenir. Programme qui, d'ailleurs, je voudrais le dire au passage, a été préparé par deux anciens premiers ministres, Alain Juppé d'un côté, Michel Rocard de l'autre, ce qui montre l'ouverture qui est la nôtre et le souci qui a été celui du président de la République et du gouvernement de faire dialoguer tous ceux qui, en France, avaient quelque chose à dire sur les méthodes à employer pour faire face à la crise, pour lutter contre les difficultés qui frappaient notre pays, et combien cette attitude d'ouverture vient en contradiction avec l'attitude de la gauche, cette attitude de la gauche qui a tout refusé, qui a voté contre tout, qui a voté contre le crédit impôt recherche, qui a voté contre la suppression de la taxe professionnelle, qui a voté contre le programme des investissements d'avenir, qui a voté contre les mesures prises par l'Europe pour soutenir la Grèce et la monnaie européenne. Dans cette campagne, tout le monde célèbre le slogan « Produire en France ». Mais au-delà des discours, qui a eu le courage d'engager la baisse du coût du travail
en revoyant le financement de notre protection sociale. C'est Nicolas Sarkozy et c'est la majorité qui est rassemblée ici devant vous aujourd'hui. C'est nous qui avons eu le courage, avec le président de la République, de proposer dans le cadre de cette campagne présidentielle une réforme complète de la formation professionnelle, en indiquant que si c'était nécessaire, nous procéderions par référendum. Ce que nous voulons, c'est très simple, c'est que tous les Français qui sont au chômage de façon durable se voient proposer une formation professionnelle, une vraie formation professionnelle, soit pour améliorer leur compétitivité dans le métier qui est le leur, soit pour changer de métier s'ils sont dans un secteur qui est un secteur en voie de disparition, et nous savons que dans la société qui est la nôtre, ça se produira de plus en plus souvent. Eh bien, nous voulons que chaque demandeur d'emploi se voit proposer une formation professionnelle. Et nous voulons qu'à l'issue de cette formation professionnelle, chaque demandeur d'emploi soit obligé d'accepter un emploi correspondant à cette formation professionnelle. C'est nous qui avons eu le courage de proposer, dans le cadre de cette campagne présidentielle, des accords de compétitivité, c'est-à-dire la possibilité, dans une entreprise, pour le chef d'entreprise, de négocier avec ses salariés, avec la majorité de ses salariés, les modalités du travail et de la productivité en fonction de la conjoncture. Parce que, mes chers amis, il faut mieux une bonne négociation sociale pour être plus compétitif et pour sauver des emplois qu'un conflit qui se termine par un échec collectif et la disparition d'une entreprise. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra produire en France. Ça n'est pas avec des impôts supplémentaires, ça n'est pas avec une taxe à 75% sur ceux qui réussissent, ça n'est pas avec des drapeaux rouges qu'on se bat efficacement contre les délocalisations et contre la production nationale. Voilà notre bilan. Et ce bilan, il se mesure à l'aune de ce qu'ont connu nos partenaires européens. La récession en France a été inférieure et moins longue que dans tous les autres pays européens. Le pouvoir d'achat a mieux tenu dans notre pays que dans la plupart des autres pays européens, à l'exception de l'Allemagne. Le chômage a augmenté moitié moins que dans la moyenne de l'Union européenne. Bien sûr, je ne prétends pas que nous ayons tout réussi. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un bilan qui a été tellement bousculé par la crise économique et financière. Mais il faut regarder autour de nous. Il faut regarder ce qui se passe en Europe, il faut regarder ce qui se passe dans le monde, et on constatera quoi? On constatera que le président de la République, que le gouvernement et la majorité ont mieux protégé les Français que la plupart des autres gouvernements européens. Mes chers amis, nous vivons dans un monde qui est un monde dangereux parce qu'il est instable, dans un monde qui est de plus en plus concurrentiel, dans un monde qui déstabilise les anciennes puissances occidentales que nous sommes. Et la question qui doit être au cœur de cette campagne présidentielle, c'est au fond la suivante: dans 10 ans, où en sera la France? Est-ce que la France aura choisi la voie de la facilité et donc le déclin? Ou est-ce qu'elle aura choisi de lever ses forces de production et ses forces intellectuelles pour tenir sa place, pour tenir son rang dans la mondialisation? Est-ce que la France aura choisi le repli, la peur du monde, ou est-ce qu'elle aura choisi au contraire de s'élancer courageusement dans la construction d'une Europe politique dont nous avons commencé à poser les fondements avec un gouvernement économique de la zone euro? Voilà les questions essentielles de cette élection présidentielle. Dans un monde de 7 milliards d'habitants, assoiffés de réussite, notre force, c'est d'abord la lucidité. Parce qu'un peuple qui se raconte des histoires, un peuple auquel on cache la vérité, c'est un peuple qui est condamné à sortir de l'histoire. Et notre seconde force, c'est notre capacité à faire bloc, c'est notre unité nationale. Notre unité nationale, dans ce contexte de changement profond du monde, c'est un bien précieux. C'est un bien qui doit être protégé. C'est un bien qui doit être soutenu. Et ça n'est pas seulement l'affaire de l'État. Ça n'est pas seulement l'affaire des institutions de la République. C'est l'affaire de chacun d'entre nous que de défendre l'unité nationale. C'est vrai. C'est vrai que cette unité, traditionnellement, dans notre pays, du fait de notre histoire, elle s'incarne d'abord dans l'État.
et elle s'incarne dans les institutions de la République. Et je veux dire que ça n'est jamais rendre service à la France que de tourner en dérision ces institutions de la République, ces symboles, et de s'en prendre en permanence à l'État. Ensuite, l'unité nationale, elle se forge dans la famille qui doit exercer ses responsabilités en matière d'éducation et qui ne doit pas s'en remettre à la société pour les assumer à sa place. L'unité nationale, elle se façonne aussi à l'école. L'école qui doit rappeler à chacun de nos jeunes que le respect des autres commence par le respect de la nation, qui est notre maison commune. Et dans cette maison commune, nous devons en permanence rappeler à chacun qu'il a autant de devoirs que de droits. L'unité nationale, elle exige de faire de la sécurité une priorité parce que lorsque les délinquants croient que la loi de la rue est plus forte que la loi de la République, alors c'est la liberté et la confiance en l'autre qui perdent tout leur sens et c'est l'unité nationale qui est mise en cause. L'unité nationale, elle réside dans notre capacité à redonner de la fierté à tous ceux qui sombrent dans l'assistanat. Parce que l'assistanat, c'est un dévoiement de la justice sociale et c'est un abaissement de la condition humaine. L'unité nationale exige de rappeler clairement que nous sommes une nation de citoyens. C'est-à-dire pas une nation où chaque communauté ferait passer ses coutumes et ses traditions avant les lois de la République. La France est une nation d'intégration. Ça veut dire que siècle après siècle, nous avons intégré des générations d'étrangers qui ont apporté à notre pays leur force de travail, qui ont apporté à notre pays leur savoir et qui parfois ont donné leur sang pour la patrie française. Mais les étrangers qui s'installent régulièrement chez nous, je veux dire qu'ils ont vocation, comme les générations précédentes, à s'approprier l'héritage du pays des Lumières, l'héritage du pays des droits de l'homme. Mais c'est à eux de faire l'effort d'intégrer la France, avec ses lois, avec sa langue, avec ses mœurs. Ça n'est pas à la France de se plier à des règles qui ne seraient pas conformes à son pacte républicain. Nous sommes une nation d'intégration, nous ne sommes pas une nation mosaïque. Et c'est la raison pour laquelle je suis hostile au vote des étrangers aux élections locales. Parce que la citoyenneté ne peut pas se découper en tranches. Et c'est la raison pour laquelle nous avons interdit le voile à l'école et le port de la burqa. Parce qu'en France, les femmes et les hommes vivent ensemble, sans se juger, sans se défier, sans s'abaisser. C'est un des fondements de la République française. Mes chers amis, depuis 2007, nous avons réformé, nous avons osé, nous avons bousculé des conservatismes, nous avons résisté au blocage. Et je veux vous faire remarquer d'ailleurs que c'est sans doute la première fois sous la Ve République que pendant 5 ans, un gouvernement et une majorité ne sont jamais conduits à retirer un texte en discussion devant le Parlement sous la pression de la rue. En disant cela, je ne critique pas ceux qui manifestent, ceux qui s'opposent. Nous sommes en démocratie et chacun a le droit d'exprimer son opposition. Mais je veux dire qu'il n'était pas normal que dans notre pays, un président de la République élu par une majorité de Français, une Assemblée nationale, un Parlement élu par une majorité de Français, se voit empêché de mettre en œuvre des projets politiques qui avaient été approuvés par la majorité des Français parce que quelques dizaines ou quelques centaines de personnes bloquaient le fonctionnement des transports en Île-de-France ou de tel service public.
Je veux le redire une nouvelle fois devant vous. Bien sûr, nous n'avons pas tout réussi, mais personne ne peut nous accuser d'avoir manqué de courage. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi déterminés? Nous sommes aussi déterminés parce que nous sommes les héritiers d'une histoire exceptionnelle. D'une histoire exceptionnelle que nous avons le devoir de prolonger. Et je parle de devoir parce que je veux vous faire comprendre que notre avenir n'est pas écrit. Il dépend de nous, il dépend des décisions que nous allons prendre, il dépend de notre courage, il dépend de notre travail. On a vu, vous le savez bien, par le passé, des nations décliner, parce que ces nations croyaient que tout leur était dû. On a vu par le passé des nations se décomposer, parce que l'énergie nationale avait fait place à la facilité, à l'égoïsme, à l'individualisme, à l'autodénigrement. Eh bien, si vous êtes là ce soir, si vous êtes là ensemble, si vous êtes là rassemblés par-delà vos différences, par-delà vos origines, par-delà vos métiers, c'est parce que pour vous, justement, la France, ça n'est pas une abstraction. La France parle en vous. La France, c'est notre protection, c'est notre tremplin pour affronter l'avenir ensemble. La France, c'est notre seconde famille. Et une famille, ça se défend. Et ça se défend avec courage. Alors, il faut nous rassembler. Il faut nous rassembler pour faire triompher la France que nous aimons. Il faut nous battre pour elle. Il faut nous mobiliser pour elle. Vous savez que jamais la victoire ne s'est donnée à ceux qui l'attendaient dans un fauteuil, parce qu'ils avaient cru la lire dans le ciel des sondages. La victoire, elle vient à ceux qui se battent. Elle vient à ceux qui se transcendent jusqu'à la dernière minute. Alors battons-nous, dépassons-nous. Et rendez-vous, mes amis, le 22 avril et le 6 mai pour l'épreuve décisive. Allons ensemble chercher la victoire de Nicolas Sarkozy pour notre pays, pour son avenir, pour nos valeurs. Vive la République, vive la France!